Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver encore une nouvelle fois à travers votre web chaîne bactv.ma. C'est parti pour la suite des cours concernant le premier module que nous avons déjà commencé, c'est l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Cette œuvre inscrite dans le cadre de la littérature maghrébine d'expression française, comme nous l'avons déjà expliqué ensemble, et bien sûr, cette littérature qui était née pendant la colonisation des trois pays du Maghreb par la France. Nous parlons bien évidemment d'un type de culture, ou plutôt d'un type de littérature qui fait le lieu de rencontre entre deux mondes différents. Le monde de la culture marocaine, maghrébine, avec sa richesse, avec ses diversités, et le monde de la langue française, avec bien sûr la culture qu'elle véhicule. Souvenirs d'enfance, présentation de la maison habitée par l'enfant Sidi Mohamed, superstition, les journées passées en Cid, ennui et malheur. Tout ça, on va le découvrir ensemble dans les 12 chapitres de La boîte à merveilles. Ce n'est qu'un récit de vie, ce n'est qu'un vécu quotidien, ce n'est qu'une culture, ce n'est que La boîte à merveilles. À tout de suite pour plus de détails. Voilà, découvrons ensemble les 12 chapitres de La boîte à merveilles, le roman autobiographique d'Ahmed Safraoui. Commençons par le premier chapitre. On va essayer d'adopter ensemble cette méthode. Ça veut dire commencer par les lieux, par la suite les personnages et finalement les idées principales. Alors, quand on parle de La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, bien sûr, si on peut dire, elle est écrite d'un va et vient. Ça veut dire entre un va et vient. Du point de vue d'un narrateur qui est adulte, ça donne Ahmed Safraoui, et un narrateur qui est enfant, Sidi Mohamed, c'est toujours Ahmed Safraoui lorsqu'il était enfant à l'âge de 6 ans. Et bien sûr, on a déjà signalé la date d'écriture de La boîte à merveilles, c'est 1952. La date de la publication de La boîte à merveilles, toujours, c'est 1954. Et lorsqu'on parle surtout de l'écriture, c'était à l'âge de 37 ans, puisque Ahmed Safraoui est né en 1915. Et concernant l'année des événements, c'est d'une manière approximative, c'est 1921, donc à l'âge de 6 ans. Revenons à nos moutons, on était en train de parler du premier chapitre de La boîte à merveilles. Alors, les lieux, principalement, nous avons Dar Chouafa, ou bien ce qu'on appelle en français la maison de la voyante. Del Benouela, c'est le quartier bien sûr où se trouve Dar Chouafa, la maison qui est habitée qui était habitée par l'enfant Sidi Mohamed et sa famille. Ensuite, nous avons le Msid ou bien l'école coranique et dernièrement le bain mort ou bien ce qu'on appelle le hammam public. Donc j'aimerais bien faire le point concernant ou bien faire la remarque surtout concernant Dar Chouafa et le Msid ou plutôt l'école coranique. Quand on parle de Dar Chouafa, l'Umsid, ce sont des mots empruntés du dialecte marocain. C'est seulement, donc Ahmed Safraoui, il a utilisé ça surtout pour insister sur l'identité marocaine et pour exporter bien sûr la culture marocaine, bien sûr à l'étranger, spécialement aux Français, parce qu'on a parlé de la littérature maghrébine d'expression française. Bref. Donc voilà, c'était ça la remarque concernant Dar Chouafa, le Msid. Par la suite, les personnages que nous avons, il y a les locataires de Dar Chouafa. Nous avons les clientes de Tante Kenza, c'est la Chouafa, la voyante, la principale locataire de cette maison, et les enfants d'Msid, etc. Alors, concernant les personnages dans ce chapitre, on va commencer par Dar Chouafa. Il est basé essentiellement sur un rez-de-chaussée et 2 étages. Le rez-de-chaussée, elle était habitée par la voyante Tante Kenza, c'est la principale locataire comme je viens de signaler tout à l'heure. Puis par la suite, on passe au premier étage où nous avons Rahma, son mari Driss Loued et leur fille Zineb âgée de 7 ans. Ça veut dire qu'elle était plus âgée que le narrateur enfant Sidi Mohamed d'un an. Donc par la suite, le deuxième étage, toujours de Dar Chouafa, c'est partagé en deux, bien divisé en deux. Nous avons la première famille, c'est la famille du narrateur Sidi Mohamed. Ses parents, bien sûr, Mahalem Abslam, qui est un tisserand, et Lalla Zoubida, qui est une femme de foyer. Et la deuxième famille, c'est la famille de Fatma al-Bzouia, et bien sûr son mari qui s'appelle Hellal, c'est un jardinier.
Donc voilà, ce sont les locataires de Dar Chouafa et je vais en revenir par la suite pour faire un schéma ensemble afin de résumer les principaux locataires de cette maison. Par la suite, les clientes de Tante Keza, tant qu'il était une chouefa, une voyante, donc il avait des clientes bien sûr qu'il a fréquentées pour bien sûr pour la voyance, pour la superstition et d'ailleurs c'est une thématique principale dans l'œuvre La Boîte à merveilles. Les enfants du Msid, bien sûr, Sidi Mohamed, l'enfant de 6 ans, il fréquentait le Msid, l'école coranique, avec d'autres bonbons, d'autres enfants de son âge, pour apprendre le Coran, réciter le Coran avec le Fri, qui est un personnage très principal dans cette histoire. La partie qui est la plus intéressante, c'est la partie consacrée pour les idées principales. Donc la présentation de Dar Chouafa et ses nombreux locataires, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, il est basé essentiellement sur un rez-de-chaussée plus 2 étages. Par la suite, on découvre ensemble le monde solitaire et virtuel de l'enfant Sidi Mohamed qui est principalement le narrateur. Ça veut dire qu'il était un enfant particulier, il était un enfant seul, unique, différent des autres enfants qu'il côtoie, différent des autres bonbons de son âge. Et bien sûr, on va découvrir plus de détails dans des extraits tirés de La Boîte à merveilles, surtout premier chapitre. Par la suite, nous avons la description du rituel de la musique de Gnawa, organisée une fois par mois de la part, bien sûr, de la voyante Tante Kinza, la principale locataire, et bien sûr le narrateur Sidi Mohamed, le narrateur enfant. Il était attiré par ce genre de rituel, ce genre de cérémonie. Donc, il a insisté sur la description de genre de musique, de Gnawa, le fait d'utiliser le gimbri, krotal. Il a insisté aussi sur les habits portés pour les gens qui aiment la danse gnawi ou bien la musique gnawi, donc comme le jaune flamboyant, comme le rouge corail, etc. Et par la suite, même il n'a pas raté de donner plus de descriptions concernant l'odeur de bon joint et de l'encens, bien sûr, qui est utilisé dans ce genre de cérémonie. Alors, par la suite, on découvre la personnalité de Sidi Mohamed. C'est l'enfant qui est âgé de 6 ans. Donc, comme je viens de signaler, il était solitaire, il était rêveur, fasciné par les mondes invisibles. Il était quelqu'un de particulier, quelqu'un qui est content dans l'invisible et non pas le visible. Et bien sûr, c'est les traits de caractère qui sont principaux pour cette personnalité, la personnalité de Sidi Mohamed. Par la suite, nous avons l'imagination de l'enfant qui était nourrie par 2 éléments fondamentaux. Nous avons bien sûr les récits légendaires ou bien mythiques de Abdallah l'épicier. Donc Abdallah l'épicier, il avait un rôle qui est très important. C'est le fait de raconter en narrateur Sidi Mohamed des histoires merveilleuses. C'est pour un enfant de 6 ans. Donc, et ça a aidé à forger la personnalité de Sidi Mohamed et surtout nourrir son imagination. C'est pour cette raison qu'il est trop rêveur et non pas c'est quelqu'un qui vit dans la réalité. Le deuxième élément, toujours concernant cette imagination qui était nourrie tout d'abord par les récits de Abdallah l'épicier et ensuite le discours de son père sur l'au-delà. Quand on dit l'au-delà, on parle bel et bien de l'enfer et le paradis. Et bien sûr, le père, Ma'alim Abdeslam, il n'a raté aucune occasion pour en parler. Ça veut dire parler à son fils de l'au-delà. C'est le paradis et l'enfer. Et surtout, nous, les musulmans, on doit bien sûr mourir tout d'abord pour y renaître. Surtout, renaître où? Au paradis, Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, par la suite, nous avons la description de la séance du bain mort. Ah, ça c'est bien, il faut capter cette information. Quand on parle du bain mort, c'était pour le narrateur enfant Sidi Mohamed, bel et bien l'enfer. Il était embarrassé, il était gêné, il était mal à l'aise par la rumeur, par la vapeur, par l'agitation des seaux, par les cris des enfants et tout ça. Donc franchement, vers la fin, il a dit que l'enfer, pour lui, bel et bien, plutôt le bain mort qui est pour lui, bel et bien l'enfer. Donc ça donne la même chose ici. Par la suite, la dernière chose qu'on doit citer, c'est la dispute spectaculaire entre Rahma qui habite au premier étage et Lalla Zoubida qui habite au deuxième étage. On va se poser la question, mais c'est quoi la raison pour laquelle les 2 femmes se disputent?
Donc c'est facile, la réponse. C'est parce qu'il faut savoir, quand on parle de la maison d'Achouafa ou bien d'Achouafa tout court, c'est une maison normalement où qui était plutôt divisée en deux étages avec un rez-de-chaussée. Il n'y avait pas une place ou bien un endroit pour mettre bien sûr sa lessive. Alors, on a organisé ce qu'on appelle un tour de rôle entre les voisines. Donc, je cite Tante Kenza, la voyante, par la suite Rahma, premier étage, Fatma Bzouia, deuxième étage, et Lalla Zoubida, toujours deuxième étage. Et on a fait un tour de rôle pour chacune de ces voisines, va consacrer un jour pour sa lessive. Et ce jour-là, c'était bel et bien le lundi. Et c'était le tour de rôle à qui? À Lalla Zoubida. Ça veut dire c'est qui était fautive? C'est Rahma, bien sûr, qui n'a pas respecté le jour de la lessive pour sa voisine du deuxième étage, Lalla Zoubida. Par la suite, ça a déclenché une dispute entre les deux. C'était une dispute spectaculaire. Donc maintenant, on va passer au deuxième chapitre de la boîte à merveilles.